Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au moment où je commence à tourner, il n'y a plus de soleil, c'est génial. Je vous ai tourné mon précédent vlog, donc mon book haul pour lire à Limoges. Et je commence ce vlog en vous présentant une chouette réception. Alors je pense que ce sont des livres. J'ai le colis derrière moi. J'ai reçu donc un énorme colis. Je pense que ça me vient des éditions Editis, enfin du groupe Editis où vous savez il y a plusieurs maisons d'édition. On va ouvrir ça ensemble. Je suis désolée si vous entendez Violette pleurer, mais voilà, j'essaye de faire son éducation et il faut qu'elle arrête d'être trop collée à moi. C'est pour ça que je suis enfermée dans ma chambre et elle n'a pas le droit à la chambre, donc elle miaule un petit peu. Mais tout va bien, elle est pas maltraitée, hein. Donc désolée, voilà, pour ce désagréable couinement derrière. Donc on va ouvrir ça ensemble parce que clairement je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, bah de toute façon vous aurez pas la séquence en fait, tout simplement. Ok, donc j'ai un premier paquet et un deuxième gros paquet. Putain, dis donc, il y a beaucoup de livres. Franchement, ils sont un peu fous. Alors, premier petit paquet. Ok, incroyable. J'ai donc de Si bonne mère de Céline de Rohani, pardon. Donc j'ai 3 romans. Le premier de Si bonne mère de Céline de Rohani. Une enquête de Céleste Ibar, qui je pense est un tome 2. Alors attendez, je pense parce qu'il y a déjà, oui, il y a déjà les beaux mensonges qui sont parus. Bon, j'espère que du coup il peut se lire quand même indépendamment, mais je ne connaissais pas du tout. Pourquoi pas? Alors là on est vraiment sur un colis spécial polar thriller parce que du coup on a rencontré les équipes d'Editis, enfin j'ai rencontré, je dis on a, mais j'ai rencontré les équipes d'Editis à l'occasion des quais du polar à Lyon, donc en avril. Voilà, c'est pour ça que j'ai le droit à ce colis qui est juste incroyable. J'ai également du coup Précipice de Céline Dangean, qui pareil est un tome 2 si je me trompe pas. Oui, je crois qu'il vient juste après Matrice et ça tombe très bien parce que Matrice est dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir accélérer un petit peu ma lecture. Donc ouais, Céline Dangean, il faut vraiment que je la découvre. Et ensuite j'ai un Olivier Bal. Ouh là là, il est arrivé par contre abîmer le pauvre. Hop, Olivier Bal, Roche de sang. Qui cette fois-ci me tente bien parce qu'il se passe en Corse, si je me trompe pas, Roche de sang. Ouais, autant des braquages en mer, il y a des histoires un petit peu comme ça de gangs, de clans, de... Ah, ça me tente vraiment beaucoup, donc celui-ci me tente vraiment bien. Et enfin, je vais ouvrir l'autre gros paquet. Wow, mais ils sont fous. Waouh, excellent. Ils sont vraiment tarés, quoi. Alors, hop. Waouh, le colis est incroyable. Alors, au niveau des formats brochés, on a La Nuit des Fous de Anouk Schutterberg. Ah, j'ai un marque-page également, donc celui-ci qui... Jeune trentenaire atteint d'une grave pathologie découvre à la mort de son père l'existence d'une tante, un secret familial. Et du coup, au niveau du pitch, on est également en mai 2022 et on va retrouver 5 squelettes déterrés lors d'un chantier. Chaque corps a été façonné au fil de fer avant la rigidité cadavérique. Le tueur a figé ses victimes pour délivrer un message. Dans ce dossier, on va suivre un commandant en charge de l'enquête, mais la folie est à ses trousses. Ça a l'air plutôt pas mal celui-ci. J'espère que pareil, ce n'est pas une suite de saga. Mais voilà, il a l'air très chouette celui-là. Celui-là il me tente bien. Après, il y en a un qui, ouais, pour le coup, celui-là me tente pas tellement. On est, je pense, sur un Cozy Mystery, les folles enquêtes de Magritte et Georgette à Montmartre. Donc, ouais, j'avoue que celui-ci, au niveau du Cozy Mystery,
là il me tente pas trop. Ouais, c'est moins ma came, on va dire. Après, dans le colis, il y a également La colère de S.A. Cosby. Je connais pas trop. En Virginie occidentale, nanana, ils ont été tous les deux pareillement lamentables en dénigrant avec la même violence l'homosexualité de leur fils, maintenant mariés l'un à l'autre. Il y a un blanc et un noir. Oula, bon, ça a l'air... pourquoi pas, faut voir. Un roman social aussi, à voir. Ensuite, dans le colis, il y avait également Hurlement de Alexis Leipzger. Alors... Je dois vous dire que je ne lis pas cet auteur, je ne lis plus cet auteur. J'ai lu Le Mangeur d'âme, ça a été un gros flop pour moi. Et après, l'auteur s'est permis de faire quelques commentaires sur ma chronique. Donc j'avoue que maintenant c'est terminé, je ne lis plus cet auteur. Mais effectivement, j'avais vu sa sortie poche dessus. Donc voilà pour ce roman. Par contre, il y en a un qui me tente vraiment beaucoup, c'est celui-là, L'affaire du Golden State Killer, que je n'ai pas de la collection du coup 10-18, là, Society, c'est une petite collection de true crime. J'ai L'affaire Alice Crimmins, L'inconnu de Cleveland, et je n'ai pas celui-là. Il y a également deux autres qui sont parus dans la collection, et du coup très contente de cette réception. Et après, en dernier, last but not least, celui-ci, Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Imaginez l'improbable rencontre de Jules Verne et de Stephen King dans le Snowpiercer. Ok, vous aurez le roman le plus jubilatoire de l'année, défiant tous les genres de l'aventure à l'horreur en passant par le thriller historique. Voilà, donc juste ça, je me dis ok, ça va être génial. Et franchement, le travail éditorial est assez fou. Il est vraiment joli ce roman. Donc lui, il me tente aussi beaucoup. Voilà, donc beaucoup de livres. Franchement, c'est incroyable. Alors, du coup, beaucoup de livres. Merci infiniment au groupe Editis et particulièrement à Laurine pour l'envoi de ce colis. Gros colis avec énormément de livres, donc ça c'est cool, il y a pas mal de choix pour cet été. Énorme réception, donc très très chouette. Voilà pour moi, je vous retrouve du coup plus tard pour vous faire un update lecture. Hello, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui mardi soir et j'ai plein de choses à vous dire parce que mon update lecture va être un petit peu long et que ça fait un moment que je ne vous ai pas pris. Comme d'habitude, si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolée. Je pense que par rapport au plan précédent, ce sera moins important, mais voilà, Violette est en train de jouer avec mon trépied. Et je sais pas, j'ai sorti le trépied et visiblement c'est quelque chose de très nouveau, très sympa, bon bref. Donc voilà, si vous voyez que ça bouge ou que vous entendez des choses, je suis désolée d'avance. Je vais faire un très rapide update sur ma lecture en cours que j'ai presque fini. Il s'agit de La dernière danse de Mathilda de Tamara McKinley aux éditions donc Archipoche. Je vous en avais parlé. C'est les éditions de l'Archipel qui, avec lesquelles je suis partenaire cette année, enfin Mylène particulièrement, hein, la community manager, qui a proposé de faire une lecture commune et donc j'ai accepté. Et franchement, je suis trop contente de cette découverte parce que c'est un super roman, un roman vraiment
roman historique qui se passe dans le bush australien. On est sur une double temporalité en fait, parce qu'on suit de nos jours Jenny qui va hériter en quelque sorte à la suite du décès de son mari de Shurringa, qui est une ferme. On voit bien à la couverture, hein, ferme dans l'outback australien. On est en nouvelle, je sais plus la région, nouvelle quelque chose. Voilà, et je pourrais pas trop vous dire honnêtement, j'avoue que la géographie, et ils le mettent pas souvent, Nouvelle-Galles, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, ensuite Jenny qui est à la base une citadine qui vient de Sydney. Son rêve en tout cas c'est d'avoir une ferme comme ça dans la campagne australienne. Et son rêve est donc exaucé, hein, si vous voulez, à la mort de son mari, quand elle apprend qu'il lui a légué cette ferme. Avec Jenny, on est dans les années 1960, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, elle va aller se rendre sur donc, son lieu, Shurringa, et elle va découvrir des carnets. Les carnets de Mathilda, qui est l'une des précédentes propriétaires de donc la propriété de... On est en Nouvelle-Galles du Sud, j'ai retrouvé le nom de la région. Et on va suivre, en fait, retracer un petit peu au fil de la lecture, si vous voulez, de Jenny, toute l'histoire de Mathilda, son attachement profond avec, évidemment, son domaine Shurringa et son quotidien aussi. On la suit quand elle est toute petite, juste entre l'entre-deux-guerres, là, elle est petite. Puis ensuite, on va suivre un petit peu tout son destin, son histoire donc familiale de ses grands-parents, sa mère, etc. Et c'est très prenant, c'est très chouette, j'aime beaucoup. On est sur un pur roman historique où on va suivre donc le quotidien de ces deux femmes, qui est très romancé hein, dans les années 60-70 avec donc Jenny, parce que évidemment il y a une petite histoire avec le directeur de Shurringa, parce que ça a un petit peu changé de direction, etc. Alors là, au moment où je filme, il y a mon frigo qui se remet à faire du bruit. J'en suis désolée, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc elle est la propriétaire de Shurringa, Jenny. Puis ensuite on a Brett qui est le directeur, et vous vous en doutez, il va y avoir une petite histoire avec lui. Il est assez long, assez dense, il y a beaucoup d'informations. Comme je vous dis, on est vraiment dans le quotidien de cette ferme qui, donc on est dans le quotidien de l'élevage de la laine, hein. C'est clairement la source de revenus principale de Mathilda à l'époque, et même encore aujourd'hui si je puis dire, avec donc Shurringa. On est sur des territoires ruraux extrêmement isolés. Donc on sent bien voilà, l'isolement, on sent bien le caractère rural, et aussi le climat forcément australien, parce que c'est un climat qui est très rude, très aride. Il peut se passer 10 ans sans avoir de pluie. On a des orages de chaleur. Enfin voilà, c'est vraiment une grande, beaucoup de descriptions de ce quotidien. C'est pour ça que j'ai du mal à situer, parce qu'en fait on a beaucoup plus la description du quotidien, et on n'arrive pas trop, on est tellement éloigné en fait de la civilisation qu'on n'arrive pas trop à distinguer à quelle époque se passent en fait les différents événements. C'est pour ça que je suis un peu perdue pour vous donner des dates, parce qu'effectivement le domaine de Shurringa est donc extrêmement grand, vous vous en doutez, et forcément hein, pour l'élevage qu'on appelle ça ovin je crois. Les moutons, élevage de moutons, je ne sais plus. Bref, c'est quand même, il faut du territoire, de la terre, beaucoup d'espace en tout cas. On a également un petit peu une partie là où j'en suis sur la culture aborigène, et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que voilà, je ne connais pas du tout non plus. Ça y est, Violette s'est mise à dormir, nous sommes tranquilles pour pouvoir vous parler sur cette longue séquence. Donc voilà, très bien, j'ai presque fini, mais comme vous en doutez, comme il est épais, etc., j'ai connu des longueurs, et c'est ce qui entache franchement ma lecture. Pas mal de longueurs, je suis un peu déçue de ça, parce qu'il aurait pu être incroyable vraiment, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses hein, avec Jenny, qui du coup se demande si elle va pas vendre Shurringa. Il y a des histoires de jalousie, des secrets de famille avec Mathilda. Mathilda, elle a eu une enfance extrêmement difficile, on le sait dès le prologue.
à base de pères violents. Enfin, elle a dû se débrouiller à un moment donné toute seule pour reprendre Shurynga. Et dans un monde qui à l'époque n'était pas du tout ouvert au fait que ce soit une femme toute seule qui reprenne une ferme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même... il y a beaucoup de sujets et il est très intéressant. Désolée, en même temps vous avez la nuit qui tombe, mais voilà, les longueurs ont un peu entaché ma lecture, donc c'est une très bonne lecture qui est très chouette, très immersive, mais je trouve que c'est trop long par moment. Ça mériterait franchement d'être raccourci. Donc voilà mon avis sur cette lecture, mais je suis très contente en tout cas de l'avoir découvert parce que pour le coup la plume de Tamara McKinley est hyper fluide, très agréable, voilà, je vous dis presque addictive. S'il n'y avait pas eu autant de longueur, franchement je vous aurais dit la plume est addictive, mais voilà, atmosphère envoûtante, force de ses héroïnes, saga australienne. Alors c'est pas une saga hein, du coup c'est vraiment un one shot, mais très 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 bien pour l'instant, mais pas de, voyez, pas de waouh en fait. Donc voilà pour ma lecture en cours et ma nouvelle lecture audio, parce que j'ai terminé une lecture, donc je vais vous en parler juste après de la lecture que j'ai terminée parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà, et je suis très très contente parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur et donc rien que pour ça je suis trop contente. Donc ma nouvelle lecture audio, parce que je n'ai même pas débuté, hein, j'ai écouté à peine une demi-heure. Les choses humaines de Karine Thuil, que j'ai là du coup en version brochet NRF, hein, c'est un prêt, hein, ce n'est même pas mon livre. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais le passer en audio, parce que bon, j'ai pas acheté le livre techniquement. Et là on va suivre du coup un couple, Farrell, qui forme un couple de pouvoir. Jean est célèbre journaliste politique français et son épouse Claire, connue pour ses engagements féministes. Ensemble ils ont un fils étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble parfait, hein, leur réussir et tout, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Karine Thuil interroge le monde contemporain, démontre la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte, c'est dur à dire, et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage? Voilà, il me sentait bien de par ce sujet, ça avait l'air assez intéressant. Donc j'ai commencé ça en audio, je vous en parlerai plus tard dans ce vlog si j'ai bien avancé ou dans le vlog prochain du coup. Et hop, ring light allumé parce qu'il fait nuit. Je vous parlais du coup tout à l'heure de mon coup de cœur. Mon coup de cœur là du mois du coup. Alors je l'ai basculé sur mon bilan lecture du mois de juin alors que je l'ai terminé pas plus tard qu'hier le 1er juillet. Mais bon, je me suis dit que pour un jour, on n'allait pas trop, sachant que j'ai pas beaucoup lu du coup au mois de juin. Donc voilà, j'ai décidé de le basculer. Donc on va dire mon coup de cœur de juin, il s'agit de On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, que j'ai écouté donc en livre audio. J'ai la version brochée que j'avais achetée, j'ai l'étiquette que je n'ai pas enlevée, que j'avais acheté chez Noz quand il y avait eu un gros déstockage là à Charleston. Je crois que d'ailleurs c'était il y a quelques semaines. Franchement trop bien, voilà, trop bien. J'ai été complètement prise par l'histoire, en audio ça passe hyper bien et j'ai adoré parce qu'on est cette fois-ci, contrairement à ce que la couverture nous laisse penser, on est sur une histoire d'amour qui est pas du tout cucu, pas du tout plan-plan. On est sur une vraie histoire d'amour avec énormément de rebondissements, des destins bouleversants. Franchement, tout ce que j'aime dans les romans. On suit en fait Sacha et Max qui donc sont à la base deux amis. Ils ont grandi, si vous voulez, enfin ils ont été jeunes ados et jeunes adultes dans les années 60 et on va suivre pendant plusieurs décennies en fait toute leur histoire, la volonté de Sacha de devenir donc une star, de percer un peu aux États-Unis et aussi Max, ses envies, à quel point il va un petit peu porter Sacha en fait tout simplement pour qu'elle puisse réussir sa carrière et en même temps leurs rêves, leurs idéaux, leur culture, parce que Max du coup
est issu de la Turquie, enfin est d'origine turque, voilà, issu de la Turquie, enfin bref, est d'origine turque, et c'est vraiment une chouette épopée, une vraie, on va les suivre en fait pendant comme je vous disais, pas mal de décennies. On a une double temporalité, mais qui sert en fait le récit, parce que la plupart du temps, on est dans le passé et on va retracer un petit peu tous les événements de leur vie, de leur histoire à chacun, de leur trahison, de leurs secrets. Enfin, il se passe tellement de choses. Franchement, il est hyper dense. Du coup, là, en broché, il est sorti en poche, si vous voulez. Hop. Il fait 428 pages, mais ouais, il se passe énormément de choses et j'ai adoré. Franchement, ouais, pépite, parce que je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. J'avais besoin de rêver en fait, tout simplement, de m'évader, d'avoir ce genre d'histoire où finalement on aborde des sujets qui sont quand même parfois difficiles, un peu profonds, mais avec toujours une touche d'espoir. Et ce que j'adore, de toute façon, ce genre de roman, c'est pour ça qu'à chaque fois c'est des coups de cœur, c'est que on est sur de gros rebondissements, on est sur des twists régulièrement, mais en fait, d'un autre côté, ça fait partie de la vie, il se passe beaucoup de choses dans une vie, et leurs histoires, Sacha et Max, sont aussi très mouvementées. Et c'est ce qui m'a fait complètement adhérer. En même temps, Tony Béard s'attelle vraiment à décrire les différentes décennies, donc les années 60, 70, 80, voire même 90 je crois, avec une précision journalistique, parce que je sais que l'autrice est journaliste, et ou était, je ne sais plus. Et donc si vous voulez, on a la description de ces sociétés, de la société française, donc des années 60 aux années 90, mais aussi de la société américaine, d'Hollywood, des différentes personnalités qui vont un petit peu jongler le parcours de vie de Sacha et de Max. Et c'était vraiment fabuleux, j'ai adoré tout ça, j'ai adoré cette immersion complète et ces tranches de vie en fait. Elle nous a voilà, livré franchement Tony Béard un pur roman qui rend hommage en fait aussi à toutes les femmes, parce qu'il est quand même assez engagé, assez féministe, mais qui rend hommage à toutes les femmes qui se sont battues en tout cas pour leur carrière, et c'était très fort, voilà, c'était très fort, j'ai adoré. Je sens que j'en parle mal et ça m'embête un petit peu, mais si vous voulez, voilà, on est des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchées des bains-douches, l'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu, mais jusqu'où? C'est totalement ça. Franchement, on n'est pas du tout sur une histoire d'amour voilà, déchirante ou quoi. On est sur une série de rebondissements, c'est très mouvementé, il se passe beaucoup de choses, mais à chaque fois on est en immersion dans différentes cultures et on voyage à travers la France et les États-Unis, et c'est génial. Voilà, point final, c'est génial. Clairement, on sent que c'est un coup de cœur parce que encore aujourd'hui, un jour après, mais voilà, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai encore la tête dans l'histoire là, dans le roman, avec ces personnages et tout. Donc voilà, c'est clairement un gros coup de cœur pour moi, et je m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais déjà lu de l'autrice la chanson du rayon de lune, que j'avais trouvé très moyen en fait. Très franchement, la chanson du rayon de lune, j'avais pas vraiment accroché. Je trouvais que l'histoire était très alambiquée, pas du tout structurée, et j'avais eu du mal aussi avec la plume. Donc j'avoue que je l'ai passé en audio parce que j'avais un petit peu peur que la plume soit sensiblement la même. Et en fait pas du tout. Comme quoi il faut s'accrocher hein, quand c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un livre d'un auteur qu'on peut pas aimer ses autres romans. La preuve ici devant vous, j'avais trouvé, donc comme je vous disais, la plume assez moyenne, et là en fait j'ai trouvé une plume hyper fluide, hyper addictive. Tous les défauts en fait qui m'avaient dérangé dans la chanson du rayon de lune ont été vraiment gommés dans ce roman. N'apparaissait plus pour ressortir que le positif. Et ouais, et je dois dire surtout que le récit par rapport
à l'autre roman est beaucoup plus structuré parce qu'en fait, pour suivre justement tout, et en même temps, comme je vous disais, il y a une alternance passé-présent. Pour suivre tout ça, il faut être hyper structuré et tout. Et donc, waouh, rien à voir en fait. Ces deux romans qui n'ont strictement rien à voir pour moi. En même temps, voilà, j'ai adoré tous les aspects comme ça, très prenants de la plume de l'autrice. Il y a effectivement une touche de légèreté dans sa plume. Si je peux décrire une plume, mais c'est compliqué de décrire une plume. Mais ouais, il y a une touche de légèreté qui est vraiment, vraiment surprenante et qui est rafraîchissante. Enfin, ça donne de l'espoir, ça fait rêver. Et moi, personnellement, quand je lis un livre, parfois, voilà, j'ai besoin de rêver. Et donc, ce roman, clairement, ça l'a fait. Oh, voilà, j'ai adoré, gros coup de cœur, blablabla. Je vais pas vous en parler pendant 150 ans, mais je vous le conseille à fond. Il est sorti en poche et ne vous fiez pas à cette couverture. Moi-même, je suis pas fan, très franchement. Je la trouve, je trouve qu'elle annonce une histoire trop légère, trop feel good, alors qu'il n'en est rien. C'est absolument pas feel good. Et bon, après, je suis pas hyper fan non plus du titre. Voilà, donc comme quoi vous fiez pas à ça. Mais j'ai beaucoup aimé. On est dans des univers comme ça, artistiques. On voyage, enfin franchement c'était incroyable et les personnages sont hyper attachants. Donc voilà, j'ai pas pu lâcher ma lecture audio à tel point qu'à la fin je l'ai laissé en boucle. Là j'avais tellement envie de savoir comment ça allait finir pour eux. Et trop chouette. Et d'ailleurs j'ai vu que le dernier roman de l'autrice qui s'appelle Une folle envie de liberté reprend la vie de l'un des personnages. Donc j'ai envie de me le procurer, franchement. Voilà ce que je peux vous dire sur mon coup de cœur qui est trop bien, encore une fois. Mais voilà, je vous donne aussi mon avis à chaud parce que voilà, parce que je l'ai trop aimé. Et du coup, je trouve ça un peu dommage qu'il soit pas assez mis en avant sur les réseaux, parce que je crois qu'on en a entendu parler effectivement quand il est sorti un petit peu, mais depuis sa sortie poche, pas tant. Donc voilà, si vous aimez les histoires d'amour, on n'est pas sur une comédie romantique, c'est pas non plus marrant je trouve, mais histoire d'amour comme ça, grand destin, très bouleversant et tout, foncez. Et donc je voulais clôturer cette longue séquence de vlog pour vous dire qu'il y a eu le book club des Bordelaises qui s'est tenu samedi et j'ai zappé, j'ai complètement oublié de filmer quoi que ce soit, mais bon écoutez, c'était très chouette. On a pu un petit peu échanger sur nos recommandations. Enfin il y avait une thématique et c'était la thématique parler de livres qui se déroulent en Espagne ou en Italie, donc c'était très chouette, il y a eu plusieurs titres, etc. On a pu papoter. Et donc forcément c'était à Cultura. Et en marchant dans les rayons de Cultura, je suis tombée sur un livre qui me faisait énormément envie. Il s'agit de La disparition de Chandra Lévy de Hélène Coutard, qui est donc voilà la collection, je pense que vous la connaissez, 10-18 True Crime, qui est un documentaire romancé, clairement, sur donc une affaire une vraie affaire. Là, il me semble qu'on est dans les années 2000. Ce qui est intéressant, oui c'est ça. Survient alors le 11 septembre, donc on est en 2000, début des années 2000, voilà, 2001. Et en fait j'ai écouté une interview de l'autrice qui, à chaque fois c'est des journalistes, qui parlaient de cette affaire, etc. Ça m'a donné énormément envie de me procurer ce livre. Donc voilà, j'aime bien pour l'été, je trouve que ça passe très bien, c'est des formats très courts et tout, donc voilà, plus un dans ma palle qui fait toute une bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et ma foi, je vous reprendrai du coup plus tard pour vous faire un update lecture.
on se retrouve longtemps après, voilà, presque 15 jours après la dernière séquence, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pas eu le temps de vous prendre, etc. On est aujourd'hui dimanche et nouvelle coupe de cheveux, voilà, pour commencer en tout cas la saison estivale. À chaque fois, mes cheveux longs deviennent trop longs, ça m'agace et je décide de tout couper. Je vais vraiment peu souvent en plus chez le coiffeur, donc c'est toujours l'occasion. Bref, on n'est pas là pour parler en tout cas de mes cheveux, hein, c'est pas du tout le sujet. Je voulais vous faire un gros update lecture et ensuite clôturer ce vlog, même si je pense qu'il aurait été un peu court. Mais je sais pas si vous entendez Violette qui est en train de ronronner comme jamais à mes côtés. Elle patoune en ce moment sur le plaid. Bref, je vous avais dit dans la dernière séquence que j'étais en train de lire la dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé cette lecture, je crois que je l'avais dit aussi. Très immersive, on est dans le bush australien, on est sur un roman historique à double temporalité où on va retrouver, suivre deux personnages féminins très forts, à savoir Mathilda qui va reprendre un peu la ferme familiale à la suite de la mort de sa mère. Là on est dans les années 1800 je crois, 80, 90, je sais pas vraiment à partir de quand c'est au niveau du... oui je crois 1990. Et on va retracer en fait toute son histoire à l'aide de carnets que Jenny, qui va hériter en fait de cette ferme, va retrouver dans la maison. Vous allez voir, il y a plein de secrets de famille. C'est très addictif comme lecture je trouve, même si j'ai connu quelques longueurs, parce qu'en fait l'histoire est vraiment géniale, les rebondissements aussi, notamment vers la fin, sont vraiment incroyables. Mais j'ai trouvé voilà, des longueurs dans la description du bush australien, la description des méthodes aussi employées, parce qu'on est sur de l'élevage de moutons, donc voilà, il y a quand même quelques petites longueurs à mon avis, mais ça reste une très belle découverte pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous dis, à la fin, tous les rebondissements là se sont enchaînés et on se dit wow, les gros secrets de famille. Et très original j'ai trouvé aussi comme intrigue, donc voilà, très chouette. C'est juste que voilà, les longueurs, et je pense que si à un moment donné, vous vous en doutez, on s'en doute dès le début, hein, il y a une petite histoire d'amour entre Jenny et le directeur de Shuringa, qui est donc le domaine en fait, la ferme, je sais pas comment il appelle ça, domaine de Shuringa. Petite histoire d'amour qui voilà, est un peu tirée par les cheveux à mon avis, un peu à l'eau de rose et tout, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime dans ce genre de lecture. Donc voilà, je vais vous faire quand même un petit retour sur le fait que j'ai pas mal apprécié. C'était voilà, très intéressant et je suis très contente d'avoir découvert la plume de cette autrice. Voilà pour mon retour du coup sur la dernière valse de Mathilda, qui fut ma première lecture terminée du mois de juillet. Ensuite j'ai enchaîné et j'ai repris une lecture mise en pause il y a de ça longtemps, La croisière de Catherine Cooper, donc publiée aux éditions de l'Archipel, qui est un livre donc, qui m'a été offert par la maison d'édition. Et là pour le coup on est sur une lecture mitigée, que dire, c'est très compliqué parce qu'en fait je trouve que le début est hyper prometteur. Je vous avais dit que la plume n'était pas forcément singulière, que voilà, bon, je la trouvais pas non plus hyper bien travaillée, à mon goût, hein, bien sûr, tout est une question de goût. Mais quand même ça se lisait bien, j'aimais bien l'intrigue, je trouvais que c'était intéressant d'avoir comme ça dans cette croisière une personne qui disparaît en mer. Et où on a plusieurs personnages et on essaye un petit peu de savoir qui en fait a poussé cette personne à la mer, puisque visiblement Lola, donc la danseuse, a été poussée. Et je trouvais ça super chouette parce qu'à un moment donné au début on fait un bond dans le passé et en fait on découvre qu'il y a une petite fille qui est retrouvée amnésique. Et visiblement c'est un peu bizarre, elle a été élevée un peu à l'écart du monde, juste avec son père, et on se doute, enfin c'est le début donc je pense pas vous spoiler, mais cette petite fille a été finalement enlevée à ses parents par donc celui qu'elle appelle son papa, et donc il y a un truc très louche, dès le début c'est très louche. Et là on se dit ok, en quoi ça peut avoir un lien avec justement l'affaire qui se passe sur cette croisière.
Et petit à petit, donc à force voilà, de faire les allers-retours, on sait qui est cette petite fille, etc. Et c'est au niveau de l'intrigue, je trouve très chouette, très original, voilà, j'aime bien cette intrigue. Mais alors, à partir, je pense, de la moitié du récit, vraiment, ça part en cacahuète pour moi. Ça devient un peu... Ça tourne en navet, je sais pas comment expliquer. Ça tourne un peu en navet, vous savez, ce film qui a l'air très chouette, et puis en fait, vous le regardez et vous dites, non mais c'est pas possible, il y a des blagues beaufs, des trucs... C'est un peu ça, et ça m'a fortement dérangée. Il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée, parce que l'intrigue était, comme je vous dis, très originale, très chouette. Et il y avait un petit côté addictif, et là, à la moitié du roman, je me suis dit, wow, on part beaucoup trop loin, et ça se transforme en quelque chose de plat. Et alors, ce qui m'a profondément, mais alors profondément gênée, je comprends pas le travail de relecture en fait, parce qu'il y a des moments où dans les dialogues, même dans les descriptions, il y a des phrases qui se répètent, d'accord? Et en fait, c'est gênant parce que il y a un personnage qui dit une phrase, je sais pas, ça va être, je sais pas vraiment d'exemple, mais il décrit je suis sûre que il y a plusieurs personnes, c'est un exemple au pif. 3 lignes ou 3 paragraphes après, c'est un autre personnage qui réécrit la même chose. Enfin, vous voyez, enfin, on sent que, ouais, il y a un... Je sais pas, je comprends pas, en fait. J'ai vraiment du mal. Donc, ces points-là, franchement, m'ont vraiment dérangée. Et je suis désolée, du coup, parce que, pour le coup, je pense que c'est quand même une bonne intrigue. Il y a un bon retournement de situation, même jusqu'à la fin. Hein. Franchement, j'ai terminé le livre parce que j'avais envie de connaître cette fin. Je me suis dit, mais ça a l'air vraiment génial comme histoire. Mais alors, ouais, il y a des choses qui m'ont dérangée, voilà, dans l'écriture, dans l'articulation, dans... Je sais pas, je sais pas. Puis je trouve que les personnages sont pas non plus hyper attachants. Je me suis beaucoup attachée en fait à la petite fille là dans le retour dans le passé. Je me suis beaucoup attachée à elle, mais j'avais beaucoup plus de mal avec les personnages du présent et la croisière. Mais ça, je pense que souvent, c'est l'effet passé-présent, ça joue beaucoup. On a toujours une préférence, soit avec les personnages du passé, soit avec ceux du présent. C'est très rare que j'apprécie autant hein, les deux personnages dans les temporalités. Et j'ai trouvé que voilà, l'autrice aussi, des fois, voulait vraiment en faire un thriller à suspense. Pour moi, on reste quand même sur un petit thriller qui, voilà, au niveau du suspense, c'est pas forcément au rendez-vous non plus. Donc voilà, j'ai une lecture assez mitigée. Je suis un peu déçue en fait hein, de cette lecture parce que pour le coup, j'avais des attentes et puis même, je vous ai dit, j'ai commencé cette lecture, j'étais à fond. Et c'est retombé, voilà, le soufflet est retombé. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vous invite quand même à vous faire votre propre avis si vous voulez le lire. Je sais qu'elle a également écrit Le Chalet qui pour le coup me tente aussi beaucoup et qui il me semble a reçu quand même une bonne presse. Donc voilà, peut-être que je lirai en tout cas Le Chalet au format poche. Mais malheureusement cette fois-ci ça ne l'a pas vraiment fait avec La Croisière. Bref, donc voilà, deuxième lecture de juillet. Et j'ai commencé une nouvelle lecture audio, ça je sais plus si je vous en avais parlé, donc là je vais vous faire un petit update lecture et rapide. J'ai commencé Les Choses Humaines de Karine Thuil. J'ai mis mon marque-page parce que je suis en audio, mais voilà, j'ai le livre. C'est un livre qu'on m'avait prêté d'ailleurs. J'en suis, on va dire, page 254, donc vous voyez à peu près là où j'en suis, donc plutôt vers la fin. Hein. Et ce roman... Voilà, il est très particulier, extrêmement particulier. On suit en fait une famille un peu de pouvoir. Le père est présentateur à la télé, la mère est journaliste et on suit surtout aussi le fils Alexandre qui finalement va être accusé de viol par du coup la fille du compagnon de sa mère, donc ses parents à un moment donné divorcent. Et suite à ça, on a donc tout l'explication et on rentre vraiment dans le détail du mécanisme de la machine donc judiciaire.
C'est très intéressant, j'aime, il y a beaucoup d'aspects que j'ai appréciés. Parce que Karine Thuil, elle a quand même une plume vraiment addictive et j'aime beaucoup ce style-là de roman. C'est vrai que petit à petit, je me dirige un peu vers ce style-là de roman. Ça m'avait fait ça notamment avec La Jurée. Ça me fait penser un petit peu à La Jurée. Mais en quelque chose de quand même beaucoup plus trash, ne serait-ce que par rapport à l'accusation hein, qui est portée. Et on retrace un petit peu toute la psychologie aussi humaine, c'est vraiment bien décrit. On a pas mal d'aspects, comme je disais, de la machine judiciaire, de la psychologie humaine, forcément le rapport au sexe aussi, c'est un point très important du roman. Et même je trouve que le titre est assez évocateur, hein, les choses humaines. Donc ouais, c'est noté quoi? Le sexe et la tentation du saccage. Le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant, dans lequel Karine Thuil interroge le monde contemporain, démontre la mécanique impitoyable de la machine judiciaire, ce que je vous disais, et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage? C'est totalement ça. On voit à travers donc le procès qui est quand même décrit en détail, hein, on voit un petit peu tous les mécanismes, comme je vous disais, de la psychologie humaine et à quel point en fait cet événement peut complètement vous faire basculer, vous faire plonger dans quelque chose que à la base vous n'imaginiez pas. Voilà, j'essaie de rester un peu vague quand même parce que je pense que c'est vraiment un roman qui se découvre. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais il est question, voilà, comme je vous le disais, de sexe, de violence, de viol. Il faut en avoir conscience avant de le lire aussi parce que ça peut peut-être faire écho à certains événements, hein, je pense, parce que tout est décrit à fond, on est à fond dans le détail, donc voilà, âme sensible, s'abstenir. On est dans un détail précis et là, on énumère vraiment les faits et on a notamment à un moment donné le témoignage de donc la jeune Mila, je crois qu'elle s'appelle Mila, je sais plus, qui va parler et qui va donc s'exprimer et voilà, on a tout qui est décrit. Donc j'ai pas terminé, mais pour le coup je pense que je vais le terminer rapidement parce que je suis vraiment prise par l'histoire et je suis assez bouleversée par cette lecture aussi. C'est une lecture qui clairement peut pas vous laisser indifférent, enfin c'est impossible. Voilà, elle est vraiment prenante et vraiment bouleversante. Donc voilà, je suis dans cette lecture en ce moment. J'essaie quand même de garder un mood un petit peu positif quand même, hein, parce que c'est assez lourd. Et du coup, en lecture papier, j'ai commencé Les Adieux à la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, qui n'est autre donc que ma saga chouchou de la Villa aux Étoffes. C'est le dernier tome 6. C'est la fin pour les petits personnages que j'adore, que je retrouve et que j'adore. Et franchement, je suis trop contente de les retrouver. J'ai l'impression de rentrer un peu à la maison. Voilà, c'est un peu c'est comme une saga, une série à la Netflix. On commence en fait la saison d'après, vous savez, vous avez vraiment hâte de retrouver les personnages et de voir ce qui va se passer. C'est un petit peu ça pour moi, mon état d'esprit en ce moment. Et donc j'en suis au début, hein, page 113. C'est un beau bébé hein, qui fait presque 700 pages. Mais je me régale, je prends mon temps, j'adore cette ambiance. Même si clairement on est dans ce 6e tome, donc sur la période de ce début de Seconde Guerre mondiale, donc là j'en suis en 1939. On sent hein, que déjà ça commence à aller très très mal et qu'il va y avoir quand même pas mal de souffrance et de douleur par la suite, de par forcément le contexte historique. Donc on sent déjà l'ambiance, elle est posée, elle est là, mais je sais pas, les personnages et tout, enfin c'est trop bien. C'est une vraie saga historique, familiale, avec beaucoup de secrets de famille, des petits, voilà, on a les histoires en fait de la famille Metzer, la maison où ils sont, et également la vie des domestiques qui parfois s'entrecroisent, vous vous en doutez. Et il y a beaucoup de personnages hein, quand même, faut en avoir conscience aussi, et c'est très plaisant
parce que nous avons une liste des personnages. Alors ça j'adore, ça typiquement c'est parfait. Il fait quand même 2 pages presque, mais bon. Donc voilà ma lecture en cours que je trouve absolument géniale pour l'instant. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et ça fait énormément du bien de renouer avec cette saga chouchou et de renouer aussi avec une lecture, comment dire, non imposée, vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de service presse, etc. Et à chaque fois je me forçais un petit peu, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et je dis pas que mes avis sont biaisés, hein, absolument pas, ça n'a strictement aucune incidence sur mes avis. La preuve, la croisière, c'est l'archipel. Mais c'est vrai que je me forçais un petit peu à lire les services presse par obligation. Et donc là, ça fait énormément du bien de retrouver La Villa aux étoffes et une lecture que j'adore. Même si, pour le coup, c'est bien un envoi des éditions Charleston de l'année dernière quand c'est sorti, donc au format broché. Il est dispo au format poche d'ailleurs, il me semble. C'était sorti au mois de mai, je crois. Donc voilà, c'était un envoi à Charleston, mais il n'empêche que c'est ma saga chouchou. De toute façon, j'avais acheté tous les autres tomes en format broché. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je pense que je vais le clôturer, même s'il est peut-être un petit peu court. Au moins comme ça vous aurez une vidéo. Je me dis que c'est plutôt pas mal de faire des vlogs plus courts, même si voilà, j'en fais plus et ils sont plus courts, plutôt que de faire une vidéo très longue. Je sais pas, en ce moment je suis en train un petit peu de voir mon rythme de lecture, tout ça. Donc voilà pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Bye bye!